Un jour viendra, couleur d'orange, Grégoire Delacour, donc on a déjà eu un petit aperçu là, sur votre livre. Mais je vais commencer par l'exergue. Vous citez Jean d'Ormesson, « J'écris parce que quelque chose ne va pas ». Qu'est-ce qui ne va pas, Grégoire Delacour? On a Non, mais ma question est très sérieuse. Oui, mais parce ma que c'est quand très même. Sérieuse. On a combien de temps là, on est vraiment au cœur du livre, en réalité. Non, j'aimais bien d'abord mettre en exergue des raisons d'écrire. J'écris pour me parcourir, avait dit Michaud, c'était en exergue d'un de mes autres livres, parce que je m'interroge toujours sur le fait pourquoi on écrit. C'est quand même un acte insensé d'écrire. Personne n'attend, on n'est pas payé pour, c'est un truc qu'on fait soi-même, on peut passer des années, on l'a vu, mais on a quand même ce besoin impérieux de le faire, d'aller chercher quelque chose, de fouiller la terre, comme ça, de chercher des pierres qu'on retourne. Moi, j'aimais bien ça parce que j'ai découvert cette phrase quand Jean d'Ormesson est mort, et c'est quelqu'un, je ne l'ai pas trop vu, en fait, de son vivant. Curieusement, il y a des gens comme ça qu'on rate. Et j'ai regardé un peu de plus près, je trouvais que sous une apparente légèreté d'un homme qui est passé, comme ça, presque pendant tout un siècle, il avait une gravité, un profond chagrin. Alors, je m'en suis ouvert à sa fille Héloïse, qui est éditrice, et qui m'a fait part de cette phrase qu'il avait dite un jour, et je trouvais ça, voilà, un clin d'œil à ce petit bonhomme que je ne connaissais pas et que je découvre petit à petit. Alors en tout cas, ce qui ne va pas, ce sont les événements. Bon, le roman débute, on est en 2018. Donc vous avez peut-être quelques souvenirs. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que le point de départ du livre, c'est ça? Vous aviez envie de vous emparer en tant que romancier de cette actualité, de ces événements qui nous ont tous profondément marqués? Absolument pas. Mais alors, absolument pas. Les Gilets jaunes, c'est venu un petit peu après. En fait, l'idée du livre est venue lors d'un débat pour le jury du prix Marcel Pagnol, où Mohamed et moi avons la chance d'être des membres permanents de ce jury. Éminent. Éminent, je pense, en tout cas sérieux, et on lit les livres et on débat avec beaucoup d'amitié et de passion. Et on parlait de l'enfance, parce qu'on sait que le prix Marcel Pagnol, c'est un prix qui récompense une œuvre qui parle d'enfance, tout ça. Et j'avais été bouleversé par tout ce qui était dit, par les mots qui revenaient, l'enfance, l'écriture sur l'enfance, l'importance de l'enfance. Alors je passerai sur mes vides et mes fracas d'enfant, mais je me suis dit, c'est quand même très très beau l'enfance. C'est quand même une terre, une île extraordinaire qu'on a du mal à quitter. Parfois on la quitte tellement qu'on en devient presque nostalgique et méchant. Et en rentrant dans la voiture avec Mohamed et un autre auteur, soit Pancrasie, vous m'avez gentiment, qui écrit très très bien l'enfance aussi, j'étais convaincu que j'allais écrire sur l'enfance. Il fallait que j'écrive sur l'enfance. Et donc j'ai inventé un enfant, mais un enfant bien évidemment des parents. Et puis vous savez, quand on commence un livre, c'est comme une cuisine, faire la cuisine. Il faut les ingrédients, donc il a des parents, donc il a un papa. Qu'est-ce qui fait le papa? Parce que c'est important, un métier, ça définit quelqu'un. Ça raconte une histoire. Un notaire qui dit « je t'aime » à une femme, c'est pas le même « je t'aime » qu'un charcutier. C'est normal, on vient pas des mêmes routes. Heureusement que vous n'avez pas choisi banquier. J'ai pensé, mais j'ai vu tous les logos, là, j'ai flippé. D'autant que j'ai travaillé longtemps en pub pour le Crédit Agricole, il y a bien longtemps. Bref, et tout d'un coup, je me suis dit, je voudrais aussi travailler sur la colère, parce que si l'enfance, c'est de l'espérance, la colère, c'est aussi un champ d'espoir, j'en suis convaincu. Elle s'exprime de façon violente, elle s'exprime de façon désespérée, mais il y a une espérance au bout. Et à ce moment-là, on commençait à défiler en bas de chez moi, les gilets jaunes, et je me suis dit, il va profiter, le papa de mon petit garçon, de cette colère pour aller gueuler la sienne. Parce qu'un homme seul qui crie, c'est un fou. Les gendarmes arrivent, on l'emmène au poste. 1000, 2000 personnes qui, comme disait Ferrat, des millions de voix qui n'en font plus qu'une, ça commence à avoir de la gueule. Et je me suis dit, c'est intéressant la colère. Et c'est plus la colère que les gilets jaunes qui m'ont intéressé. Eh bien, on va écouter la colère de Pierre, donc le père de Geoffroy, lu par Anne-Sophie et Zoé pour ce dernier extrait. Une voiture de la gendarmerie venait de s'arrêter à 100 mètres de là. Aucun militaire n'en est sorti. Ils observaient. Ils connaissaient bien la théorie de l'étincelle.
du feu aux poudres. Ce qu'il voyait pour l'instant était bon enfant. Un petit déjeuner sur un rond-point, une kermesse. Voilà, plus de 50 automobiles étaient bloquées maintenant et des plus éloignés retentissaient des coups de klaxon insistants, comme des râleries, des doigts d'honneur. Mais quand une poignée de lucioles a remonté la file, le silence s'est fait aussitôt. On fouillait alors frénétiquement l'habitacle à la recherche de son gilet jaune. On s'empressait de l'étaler sur le tableau de bord. Regardez les mecs, je suis avec vous. C'est dégueulasse ces taxes. Me faites pas de mal. Certains opéraient rapidement un demi-tour, s'enfuyaient. Une guerre, c'est choisir un camp, c'est se lever, et peu d'hommes ont les jambes solides. Quand il n'y a plus de croissants ni de pain, on a laissé passer les voitures, une à une. On tentait un dernier échange avec le conducteur. On se promettait des luttes et des révoltes. Quelques têtes sur des pics. Sur la grande banderole, l'encre noire du slogan de Pierre brillait dans le soleil froid. On veut juste une vie juste. Plus tard, ça a été au tour d'un Cayenne de s'arrêter. Une voiture au nom d'un bagne sinistre dans lequel, sur 17 000 forçats, 10 000 ont trouvé la mort entre 1854 et 1867. 10 000 morts sales. Véreuse. Une voiture qui représentait 4,7 années de SMIC, et encore si on mettait tout son argent dans la caisse. Mais il fallait bien se loger, bien se nourrir, se vêtir, ensoleiller la vie des enfants. Laisse, a dit Pierre à Julie. C'est pour moi. Et Pierre s'est approché de la Porsche. Un gilet jaune était posé sur le cuir fauve du luxueux tableau de bord. Le conducteur était bel homme, regard clair, visage doux, la cinquantaine. Assis à l'arrière, un garçon de l'âge de son fils. L'enfant était occupé à sa tablette. Il ne percevait rien des éclats du mécontentement des hommes, de l'air soufré. Pierre a fait signe à l'homme de baisser sa vitre. Sa guerre venait de commencer. Alors, le drame Merci. de Pierre... Oui, pardon. Je disais merci. Le drame de Pierre, c'est que, bon, là, il est en guerre, il est investi dans ce mouvement des Gilets jaunes, et puis une incompréhension terrible aussi va s'installer entre ce père et ce fils, qui ne ressemble pas aux autres enfants. Oui, alors c'est une guerre qui vient pour moi, et ça n'engage que moi de très loin, que je ne suis pas fan de l'actualité, tout ça, ça me gave depuis longtemps, mais j'ai eu un choc en 2002. Et c'est important parce que Pierre situe et rencontrera Louise, sa femme, en 2002, quand il y a eu ce drame absolu, quand Le Pen est arrivé au deuxième tour. Et ça a été terrible parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit à ce moment-là qui n'a pas été entendu. Il faudra 18 ans pour que la parole, en fait, sorte. Et donc, quand Pierre rencontre Louise en 2002, il y a une sorte d'hystérie, qui est à la fois une colère d'avoir perdu, une colère de voir tout un monde qui s'effondre, d'avoir des rêves qui n'arriveront pas. Mais il y a une belle grande histoire d'amour absolument formidable entre les deux. Et quelques mois ou années après, je ne sais plus, vient un enfant, Geoffroy, et cet enfant est autiste, Asperger. Et donc, il est un enfant différent. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le traitement de la différence dans ce livre, puisque ce ne sont que des gens différents, puisqu'on est unique, donc on est nécessairement différent à l'autre, mais c'est ce qu'on a encore du mal à considérer. Et lui, en tant que père, qui a des rêves quand même où tout se passerait bien, où les enfants, c'est des petites choses merveilleuses de 2 ans et demi parfois, mais qui sont aussi un reflet de soi. Il a un enfant différent, il ne s'entend pas avec cet enfant. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas lui parler. Il regarde le monde d'une manière presque terrifiante, froide, analytique, mathématique. Il range tout, tout est dans la logique. Il n'y a aucune poésie dans cet enfant. Et cet enfant qui est très fort, très intelligent, qui a une intelligence hors du commun, l'effraie, lui, l'homme simple, l'homme qui travaille à l'usine, qui va être viré, qui va être vigile à Auchan à mi-temps, parce qu'il faut bien trouver n'importe quoi quand on a faim. Sa première colère, ça va être ça. Ça va être d'avoir un enfant différent, d'avoir des rêves de père qui ne se réalisent pas, et ça va être le début d'une fissure comme ça, très très longue. Et alors cette fissure, évidemment, Geoffroy va se la prendre aussi en pleine gueule, si je puis dire, et il va trouver refuge auprès de Djamila. Là aussi, il y a une autre altérité que vous traitez, que vous évoquez dans ce roman. Oui, alors lui,
Geoffroy, il a 13 ans, il se fait moquer, casser la figure à l'école. On n'aime pas, elle est faible, on tape, c'est facile. Moi, je me souviens, j'ai 10 ans en pension dans une école, dans une classe, j'avais un an d'avance où il y avait des redoublants qui avaient 12 ans. J'avais pris plein la gueule parce que 10 ans, c'est petit, 12 ans, c'est des géants, quoi. Et lui, il est différent et il en prend plein la gueule. Et il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Jamila, qui a 15 ans, qui vient des cités, qui veut en sortir de ces cités, qui est belle, mais qui est une Française d'origine étrangère et qui est donc aussi différente. Alors, dans ses yeux, dans son cœur, elle est française, elle est intégrée. Mais les Français, elle est quand même un peu arabe. Donc c'est très très compliqué pour elle et elle est très seule. Alors elle est très belle, elle est sifflée, c'est un beau morceau de viande qui passe, vous savez, pour les hommes, les affamés, les cannibales. Mais elle a 15 ans, elle rêve de lenteur, elle rêve de découvrir les choses, les sentiments, de découvrir l'autre, de prendre son temps. À une époque, on a le temps de rien. À une époque où un gamin de 10 ans, il voit des films porno à la récréation sur un téléphone portable. Elle est quelqu'un de très très pur. Et le monde n'est pas pour les gens purs. Et elle va rencontrer à l'école ce petit garçon tout seul, que les gens raillent et moquent en permanence. Et va se former un couple incroyable de deux petits différents, de petits bancos, de petits précassés déjà par la vie, qui vont décider de passer comme ça à travers les flammes de la colère des adultes et de se dire le monde, on va le faire nous. Ce n'est pas les grands qui vont décider pour nous, ce n'est pas eux avec leurs mensonges, la perte de l'émerveillement, la perte de leur part d'enfance. On a tout à fait la capacité de vivre et de rêver un monde parfait. Et ils vont trouver refuge en particulier dans les bois. Et là, on retrouve, comme c'était le cas aussi dans le livre de Muriel Barbery, l'importance, la présence de la nature qui joue un grand rôle. Je pense qu'on a tous envie un petit peu, on se pose tous des grandes questions. Moi, ce qui est intéressant, c'est que la nature, elle est incarnée par un homme qui s'appelle Agop Etayan, dans mon livre, qui est un enfant de 70 ans, il le dit, qui lui aussi, qui vient d'une immigration très dure, l'Arménie, d'une histoire très très lourde, avec un génocide, etc., qui lui a trouvé à faire son chemin en France et qui s'est éloigné de ses fureurs, et qui vit comme ça, il s'occupe d'une ferme, il a une maison dans la forêt, il va croiser ses enfants, et comme un mage, un mage, on pourrait presque dire, va dire aux enfants c'est possible. Il ne va pas interdire parce que ce sont des enfants, il va permettre aux enfants d'accéder à leurs rêves. Et c'est un homme qui, comme on en croise encore parfois, qui prend le temps d'écouter, le temps de ressentir le monde, et qui n'est pas dans la vitesse, le tourbillon, le profit, qui est quelqu'un d'authentiquement simple. Comme je crois, on aspire tous à l'être quelque part, mais on n'ose plus. Ça ferait peur de retourner à la simplicité. Alors il y a aussi Louise, la mère de Geoffroy, mais là on va, parce que là on est en train de raconter tout le livre, donc on va peut-être la laisser découvrir à celles et ceux qui vous liront. Mais je me posais une question là du point de vue de la facture, parce qu'il y a énormément de personnages, de thèmes abordés dans ce livre, souvent liés à l'actualité. Comment on agence tout ça? Comment on arrive à lier toutes ces histoires et à en faire un roman qui est finalement très fluide à la lecture. Je me suis mis un peu comme Geoffroy, le petit garçon qui range les choses avec son autisme par couleur. Donc il voit le monde par couleur. Donc j'ai rangé le livre par couleur. Donc chaque chapitre commence par une couleur. Un nom de couleur et ça va du noir évidemment au jaune, au bleu, au vert. Et puis après il y a des différences dans le noir, etc. Et au fond c'est comme une palette comme ça de couleurs qui va repeindre le monde tel je pense qu'il devrait être. Et qui n'est pas si loin de nous, il est à 2 pas, il est à deux embrassades, mais il faut y aller, et c'est à nous d'y aller. Je pense qu'il faut arrêter de penser que les autres ont la capacité de nous faire un monde meilleur, ça se saurait. Donc c'est à nous de le faire, et il y a des enfants, il y a un peuple, à 2 on est déjà un peuple, il y a ce petit Geoffroy et cette petite Jamila qui vont y aller, qui vont essayer de faire, et d'être au-delà du malheur, au-delà du chagrin des hommes, qui est un peu étouffant, je trouve. Et pourquoi Aragon? Puisque le titre, un jour viendra couleur d'orange, c'est un vers d'Aragon, et tout ce jeu ensuite sur les couleurs, voilà. En fait, Aragon est venu parce qu'il y avait le jeu des chapitres par les couleurs, et quand j'ai eu fini le texte, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, je ne l'ai pas écrit en France, ce livre, et je me dis, c'est un roman sur la France, il y a quelque chose qui...
de ma colère d'un pays qui s'abîme. Donc il y avait quelque chose qui avait été écrit loin. Et je me suis souvenu d'une chanson de Jean Ferrat qui est Ma France, justement, qui s'appelle Ma France. Et avec ces mots à lui, il chante le chagrin d'une France qui se délite. Et il y avait ce vers dans un de ses couplets qui disait « N'oublie pas que tes artistes poètes qui te demandent à ce que le malheur succombe. » Et on est là, et c'était beau, et Ferrat disait « On est là pour faire que le malheur succombe. » Et mon titre de travail était que le malheur succombe. Parce que j'en ai marre du malheur. Je pense qu'il faut que ça s'arrête et que c'est à nous de décider que ça s'arrête. Et donc l'éditrice, évidemment, en voyant le titre, dit « Oh là 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 là, c'est négatif !» Parce qu'il y a quand même une envie qu'un livre se diffuse. Vous voyez, je ne dis pas se vendre, mais se diffuse. Et c'est vrai qu'il y a des titres comme ça qui font un peu peur. Et elle m'a dit « Écoutez, ça serait gentil, Grégoire, vous cherchez autre chose. » Donc après, c'est assez simple. Ferrat, Ma France. Ferrat, je continue, Ferrat chante Aragon, j'écoute, je réécoute, et quand je tombe sur un jour, la phrase est là, lumineuse, et je me creuse cette histoire de poème, et c'est le cri, mais presque tripal, un poème d'une violence et d'une espérance incroyable d'Aragon, qui gueule contre ces ombres comme ça qui envahissent l'Europe en 1937, ces franquistes qui vont tuer Lorca, qui tue la parole d'un poète, et malgré toute cette violence qui se déferle alors sur l'Europe et qui va donner cette guerre terrifiante qui n'a pas fini de guérir, il dira malgré tout ça, je crois qu'un jour viendra, un jour couleur d'orange. Et cette espérance du poète, elle est fabuleuse, et j'ai envie de remettre de l'espérance, j'ai envie de remettre de la poésie dans ce monde. On ne parle plus de poésie, on ne rêve plus, il faut rêver à un monde meilleur, c'est le nôtre, il est à 2 pas de nous, donc allons-y. Un jour viendra couleur d'orange, Grégoire Delacour, chez Grasset. Merci. Alors,